passer maintenant aux concepts clés, les principaux concepts de relations internationales. On va s'intéresser d'abord au système international. Mais souvenez-vous, je vous ai dit que la signification, le sens de ces concepts diffère d'une théorie à l'autre. Que les théories conçoivent, par exemple, le système international d'une manière différente, d'une manière variable. Ensuite, on voit la politique étrangère. Intérêt national. C'est un concept clé en relation internationale. Puis le concept de puissance. Le concept de puissance, power. On va donc commencer par le système international. Chez les réalistes, comment est le système international? Comment ils le voient? Très bien. Donc, ils le voient anarchique. Pourquoi il est anarchique? Pourquoi le système international chez les réalistes est anarchique? D'accord. Vous avez raison. Vous avez dit que parce que dans le système international, il n'y a pas d'autorité suprême, c'est-à-dire supérieure aux États. C'est vrai, mais il y a d'autres raisons pourquoi il est là. Pardon? Domination, c'est-à-dire les pays cherchent toujours. Très bien. Donc, pourquoi le système international est anarchique chez les réalistes? Parce qu'ils perçoivent, considèrent les États comme des acteurs qui poursuivent leur intérêt national. Donc, ce sont des acteurs égoïstes. Chacun poursuit son intérêt. Et plus encore, les États cherchent toujours à augmenter, à maximiser leur puissance. Leur puissance. Donc, ce qu'on va faire pour avoir une matrice de comparaison, la colonne verticale, la colonne, c'est des théories. Et les lignes horizontales, ce sont les concepts. Les réalistes considèrent que le système international est un système anarchique parce que les États poursuivent leurs intérêts individuels, égoïstes, et donc à travers la maximisation ou
l'augmentation permanente de leur puissance. Parce que aussi, dans le système international, il n'y a pas d'autorité supérieure aux États. Il n'y a pas d'autorité de régulation des relations internationales comme dans les sociétés internes. Il n'y a pas de hiérarchie. Toujours chez les réalistes, comment donc réguler ce système international? Comment le réguler? Il est anarchique, oui, d'accord, mais c'est pas le chaos, c'est pas la guerre de tous contre tous. Hein? Oui? Très bien. Donc, le seul moyen de régulation, c'est à travers l'équilibre de puissance. Donc, le principe de polarité. Le principe de polarité. Qutbiyya, des pôles. Polarité, ça veut dire que le système international peut être composé de plusieurs pôles, c'est-à-dire de plusieurs puissances qui se contrebalancent, qui s'équilibrent. Et là, on parle de multipolarité, un système multipolaire. Je regarde vos yeux, et j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Parce que je sens comment ça va, par télévision aussi, vous avez l'impression de ne pas comprendre. Je répète? Je répète. Comment les réalistes perçoivent le système international? Là, tout va bien. Vous avez compris. Comment réguler ce système? Là aussi, vous avez compris. Comment le réguler? Tout simplement, comme elle a dit, à travers l'équilibre de puissance. L'équilibre de puissance. Balance of powers. Balance. L'équilibre de puissance. C'est-à-dire que pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas que la guerre est inévitable. Ils croient que la guerre, c'est un moyen de faire la paix. Ça paraît paradoxal. Mais la guerre, c'est aussi un moyen de réguler les affaires internationales. Parce que, finalement, les États ont toujours la prérogative, de faire la guerre. Mais on a l'encontre du droit international. N'est-ce pas? Mais on peut limiter, empêcher la guerre à travers ce jeu d'équilibre des puissances. Et c'est là que j'ai parlé de la polarité, du principe de polarité. C'est-à-dire que dans tout système international, il y a des pôles. Quand il y a plusieurs pôles, dire des puissances qui ont à peu près le même poids et qui dominent, en quelque sorte, qui dominent le système international. Là, on parle de système multipolaire, un système multipolaire. Habituellement, il est composé de 5 à 7 puissances. Et l'équilibre de puissance
c'est un facteur de pacification, c'est un facteur de paix. Parce que quand un État essaie de s'armer davantage, de nouer des alliances, les autres vont réagir. Donc c'est de l'action-réaction. Un système multipolaire, c'est de l'action et de la réaction. Et c'est dans cette action-réaction que le système se stabilise. Donc la stabilité du système est dans l'équilibre de puissance. Donc, il y a la multipolarité. Évidemment, cet équilibre il est fragile. Cet équilibre il peut être rompu à n'importe quel moment. La guerre peut survenir à un moment donné. Mais c'est une guerre qui est provisoire, on va dire. Ça ne va pas mettre en danger tout le système. Parce que, si vous voulez, les réalistes regardent le système international comme un système où il y a une paix, mais il y a une paix, mais les guerres sont toujours possibles et il y a des moments de guerre, des moments de paix, c'est comme ça. Et on ne peut rien faire. En fait, c'est la réalité, on ne peut rien faire. Sauf si il y a un changement au niveau du système, c'est-à-dire qu'il y a une autorité supérieure aux États, un gouvernement mondial qui va arriver, mais ça, c'est hors de question, c'est pas possible. En tout cas, à l'heure actuelle. Et puis on a un système bipolaire. Bipolaire, ça veut dire un système composé de deux grands pôles. C'est le système qui a prévalu lors de la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait deux blocs. Le bloc américain, avec l'Alliance Atlantique et les pays de l'Europe de l'Ouest. Et à l'autre côté, il y avait le bloc soviétique, avec le pacte de Varsovie et les pays de l'Europe de l'Est. Puis le reste du monde était divisé. Et ceux qui étaient plutôt dans le bloc américain et d'autres qui étaient dans le bloc soviétique. On a appelé ce système, ou ce moment de l'histoire, on l'a appelé guerre froide. Pourquoi on l'a appelé guerre froide? D'ailleurs aujourd'hui aussi, aujourd'hui même, on reparle de guerre froide. Pourquoi on dit guerre froide? Parce qu'il n'y a pas un affrontement direct entre les deux pôles. Mais il y a des guerres par procuration. Il y a des petites guerres, on va dire. Il y avait une guerre en Corée, guerre en Afghanistan, guerre au Vietnam, des guerres, il y a aussi des guerres en Amérique du Sud, en Amérique latine, en Afrique. Mais c'était des guerres de petite intensité. Mais il n'y avait pas une guerre totale entre les deux blocs, parce que là, il y a l'arme nucléaire. Il y a l'arme nucléaire, donc il faut toujours se rappeler de ça. On vit dans un monde où certains pays possèdent des têtes nucléaires et c'est un moyen de dissuasion. En principe, c'est un moyen de dissuasion, mais aujourd'hui, on remet ça sur la table. Vous vous rappelez, il y avait la crise de 62, la crise des missiles de Cuba, des missiles avec des têtes nucléaires qui étaient donc installées à Cuba, soviétique, bien sûr, installées à Cuba, qui visaient donc l'Amérique. Cette crise, on était au bord de la destruction totale. Parce que si les soviétiques avaient utilisé l'arme nucléaire, les Américains aussi devraient se riposter. Ça va être une guerre nucléaire qui va tout détruire. Ça a été évité, mais aujourd'hui, j'ai dit qu'on parle de ça à nouveau parce que la Russie, et en particulier le président Poutine, il remet ça sur la table. Il dit que si mon intégrité territoriale est menacée, si
puissance même, parce que pour la Russie, l'Ukraine, l'Ukraine, c'est pas juste un pays. Oui, c'est vraiment l'origine, c'est vraiment le centre pour eux de l'existence de l'État russe. Il faut comprendre ça, pour comprendre la guerre actuelle. Hein? Parce que sans l'Ukraine, la Russie est un petit État. Un petit État, mais ça va, comme dit Brzezinski, toute la politique de l'Alliance Atlantique, c'est d'empêcher la Russie d'avoir une influence sur l'Ukraine. Si la Russie sans l'Ukraine, c'est une petite puissance. Donc, revenons à notre sujet, j'ai dit bipolarité, système bipolaire. Et le système bipolaire, lui-même, il est divisé en deux échelles. Il y a d'abord l'échelle plutôt rigide, c'est une bipolarité rigide. Bipolarité rigide, c'est-à-dire où les deux pôles sont opposés et que les autres régions, les autres pays du monde sont alignés à l'un des blocs. Donc ça, c'est une bipolarité rigide. Mais parfois, il y a une bipolarité flexible, c'est-à-dire où il y a coexistence, où les États, les deux blocs se parlent entre eux, où les deux blocs nouent des contacts, concluent des accords, se rapprochent, si vous voulez. Oui, des traités de non-prolifération nucléaire, ils se rapprochent, et donc ça réduit l'intensité, ça réduit ça réduit donc la rigidité de la polarité, de la bipolarité. Et il y a également le système unipolaire, c'est-à-dire c'est-à-dire quand il y a un hégémon, c'est-à-dire une puissance dominante. Hégémonie, ça vient, hégémonie c'est heimen. Donc une puissance hégémone, c'est comme lors de la fin de la guerre froide avec les États-Unis d'Amérique. Après la décomposition de l'Union soviétique, reste sur la scène internationale une seule puissance dominante et supérieure aux autres, largement supérieure aux autres, sont les États-Unis d'Amérique. Mais ça a duré un moment. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'aujourd'hui, il y a un grand défi à la puissance américaine, c'est évidemment la Chine et aujourd'hui la Russie aussi. Même si l'objectif pour les États-Unis, ce n'est pas la Russie. L'objectif, c'est la Chine. La Russie, c'est un échauffement. Comme l'a dit d'ailleurs le général qui est responsable des armes stratégiques américaines, il a dit le conflit actuel, c'est juste un échauffement. Donc, ce qui présage d'un futur qui est incertain. Il peut être conflictuel, notamment avec la Chine. Très bien. Donc, pour les réalistes, c'est comme ça. Pour les réalistes, c'est international, anarchique, polarisé. Anarchique ou polarisé. Et les alliances ne sont que provisoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ennemi permanent et un ami permanent. Comme l'a dit Henri Kissinger, il n'y a pas d'amis permanents
il n'y a pas d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Et que les intérêts qui sont permanents. C'est-à-dire que l'ami d'aujourd'hui, il peut devenir l'ennemi de demain, et vice-versa. S'il vous plaît, oui, comme un adage dit, mon Dieu, protège-moi de mon ami et de mon ennemi, je m'en charge. Oui. C'est ça. Non, mais les ennemis peuvent changer. C'est-à-dire que la dualité ami-ennemi n'est pas une dualité rigide. C'est-à-dire que, vous savez, quand dans le livre La République de Platon, il y a Socrate, parce que Platon, dans La République, il parle du nom de Socrate. Socrate pose la question, c'est quoi la justice? C'est quoi la justice? Et bon, il a reçu plusieurs réponses, mais parmi les réponses, l'un lui a dit la justice, c'est l'intérêt du plus fort. C'est l'intérêt du plus fort. L'autre lui a dit la justice, c'est faire du bien à mes amis et faire du mal à mes ennemis. Et Socrate lui répond ici, ce que tu crois sont tes amis sont en réalité tes ennemis. Et l'inverse, si tu crois que ceux que tu crois toi que ce sont tes ennemis sont plutôt tes amis. Donc, oui, donc ça c'est actualité parce que dans les relations internationales, les ennemis, comme les amis, peuvent changer avec le temps. L'un des exemples, c'est que, par exemple, l'Iran, c'était un ami des États-Unis, avant la révolution islamique. Le Shah d'Iran, c'était un ami des États-Unis. L'Irak aussi. À un moment donné, l'Irak, c'était un pays qui